est parti. Maintenant. Bonjour. Et bonjour Jean. Ça va? Bien et toi? Ça va. Bienvenue dans un nouvel épisode de Taisez-vous. Voilà, j'ai failli oublier de le dire, mais bon, tellement Tu t'es l'habitude. rattrapé. Mais oui. Aujourd'hui, on reçoit Pierre Damien. Bonjour. Bonjour, enchanté. Salut. Pierre Damien, thésard en droit privé. Exactement. J'ai envie de faire la blague déjà. Comment ça va avec le droit public? Comment ça va avec le droit public? En plus, lui, il est en finance. Aïe, aïe, aïe. Aïe, Ouais. aïe. Voilà, c'est l'argent contre l'État. Donc, t'es l'ennemi juré du droit public. Ah mon Dieu. Tu viens de nous parler de la monnaie électronique dans les espaces bancaires européens, sous-régionaux africains et OADA. Exactement. Très bien. Déjà un petit peu de géographie quand même, je pense. Mhm. Il y a pas mal de trucs. Hein. De toute façon, maintenant, ça y est, j'ai abandonné l'idée de me dire qu'on va faire une thèse sur un sujet. Oui. Genre, jamais. C'est impossible. Rien. Ou alors, c'est seulement ceux qui travaillent sur la cellule, machin, bidule, truc, et sur... Ouais, non, mais même, laisse tomber. Ah non, Ça c'est va énervé. Pierre Damien, du coup, t'es en droit privé, en finance, plus C'est- particulièrement. C'est ça, c'est plus la branche droit privé, sciences criminelles. Mais Ok. voilà, mais c'est l'option droit bancaire, si on peut le dire comme ça. Mais, Ça fait partie de la science criminelle, le droit bancaire? non, pas de la science criminelle. En gros, la formation, bon, pas la formation, mais Le master? non, pas le master, le doctorat. Ok. C'est intitulé droit privé et sciences criminelles. Ah, c'est Donc ce à que me disait l'intérieur, Johan, ouais. exactement. Donc à l'intérieur, il y a tout ce qui est droit privé. Donc là, par exemple, mon sujet, il est essentiellement du droit privé. Et si on pousse un peu plus loin, droit des affaires, droit bancaire. Ok. Ça fait peur quand le droit criminel et les banques. Ah, c'est Non, je rigole. Ok, donc la finance, tu viens d'une formation droit Non, privé ou droit c'est ça. finance Droit ou- privé approfondi, dominante droit des affaires. Ok. Et donc voilà. Donc après, on a l'avantage lorsqu'on veut faire du droit, tant qu'on prend quelque chose qui cadre un peu avec notre formation, droit privé par exemple, ça passe. Ok. Ok. Comment t'en viens à t'intéresser à la monnaie électronique? Parce que j'aime l'argent. Bah, écoute, nous aussi on adore la thune. Hein. Ouais. C'est parce que principalement, j'ai toujours eu cet intérêt pour le droit bancaire, en fait, depuis le Togo. J'ai eu un professeur, maître Sylvestre Gossou, qui m'a donné cet intérêt pour le droit bancaire, pour le droit financier. Donc après, quand je suis arrivé ici, initialement, je comptais faire des études en droit financier ou en droit bancaire, mais après, la maquette de formation de droit privé approfondi, dominant droit des affaires de l'Université de Bordeaux m'a vraiment plu. Et donc voilà, je l'ai faite sans hésiter. Donc après, quand je devais faire la thèse, je cherchais un sujet, je me suis dit, pourquoi ne pas aller sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et en plus, on parle d'argent, donc c'est quelque chose que je pourrais vraiment développer bien. Et c'est ce qui m'a poussé à prendre la monnaie électronique. Surtout que c'est un sujet assez d'actualité quand Ouais, même. ouais. Voilà, Mm. c'est ça. T'as commencé tes études au Togo, du coup? Oui, Ouais, j'ai voilà, c'est ce que j'allais dire, ouais. c'est ça, jusqu'au Master 1. En gros, j'ai eu à faire toutes mes études jusqu'à un Master 1 au Togo. Donc, quand je suis arrivé ici il y a 3 ans, en 2018. Et j'ai refait un Master 1 pour m'acclimater juridiquement. Et voilà. Et le droit que tu as appris au Togo, c'est vraiment différent de celui que tu as appris à Bordeaux? On va dire que les France. bases sont essentielles, Ouais. sont pratiquement les mêmes, Mhm. pas essentielles, pratiquement les mêmes, parce que le droit togolais, c'est beaucoup inspiré du droit français. Mhm. Donc voilà, les bases sont généralement les mêmes. Après, on a beaucoup de particularités au vu de la réalité togolaise en fait. Donc quand je suis arrivé ici, j'étais pas trop dépaysé. Mais il y avait beaucoup de choses qu'il fallait apprendre de nouveau. La CEDH, tout simplement. Tout ce qui est... Qu'est-ce que la CEDH? Un acronyme directement? Ah Exactement, ça va en gros. te faire, En gros, c'est une institution. En gros, je parle plus des institutions européennes, par exemple. L'Union européenne, essayer de voir comment est-ce que c'était. Voilà, tout ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Donc, en gros, c'était, on va dire, pas la difficulté, mais le défi, le challenge que j'ai eu à relever. Donc, Mais en vrai, ça va. c'est pour ça que tu as refait un master 1. Ouais, Du coup, t'as bien fait. Ouais, heureusement. T'as été obligé ou t'aurais pu avoir une passerelle pour passer directement Franchement, en j'ai Master pas 2? cherché de Master 2. Ouais. Je me suis dit, et je pense que mes chances de faire un master auraient été amoindries si je postulais pour un master 2 directement. Donc, je pense que, et stratégiquement, et aussi parce que j'en avais vraiment envie de m'acclimater, Mhm. d'avoir la culture juridique d'ici d'abord, j'ai même pas hésité, je suis allé sur un master 1. Et en arrivant, ou même déjà au Togo, tu avais envie de faire cette thèse? Enfin, pas cette thèse, mais une thèse? Ouais. Donc c'était vraiment l'objectif, C'est de... ça. Je pense que ça dépend, mais il y a beaucoup de juristes qui sont un peu formatés comme ça, c'est-à-dire c'est licence, master, après thèse, doctorat, et puis waouh. Ça y est, le en, Graal. en gros, c'est un peu ça. Mais en vrai, j'ai quand même voulu faire une thèse parce que je me disais que j'allais prendre mes années de thèse pour essayer de plus me construire, on va dire, d'essayer de toucher à plusieurs points au lieu de rester dans une seule formation toute ma vie, on va dire. Ok. Et alors moi, moi je suis du coup ami avec Robin Delécluse qui était venu pour l'épisode 2 et qui a fait son master 1
à Prague en Erasmus. Ok. Et pareil, il a refait du coup un master en France. Donc vous n'allez pas perdre, je dis ça pour ceux qui nous écoutent et qui sont en master ou en licence, vous ne perdez pas d'année si vous partez à l'étranger, si vous sentez qu'il faut refaire un master derrière pour vous racclimater comme tu dis. C'est ça, pas du C'est tout. pas du tout un mal, au contraire, surtout si vous voulez faire des études un peu poussées, un peu longues, C'est ça. vous aurez plus de chances de votre côté pour voilà, avoir 2 masters du coup, Exactement, et puis après ouais. postuler à une thèse. Bah, c'est que du bonus, hein, ça permet de connaître Ça. le droit d'un autre pays. Donc, Ouais, c'est ça. c'est hyper Exactement. intéressant. Mais c'est bien de le relever parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent qu'on perd une année. Alors Ouais. qu'au fond, c'est pas du tout ça. C'est parce que si on ne le faisait pas, on aurait plus de difficultés, même des blocages en fait ultérieurement. Alors que là, en le faisant, on s'habitue vraiment. Alors moi je suis un contre-exemple, mais c'est peut-être différent en sciences naturelles qu'en sciences humaines et sociales. Parce que moi j'ai fait ma licence 3 à Prague, et pour le coup la licence 3 à l'étranger m'a permis de valider avec une note plus élevée et avec beaucoup plus de connaissances du coup ma licence 3 que si je l'avais fait à Bordeaux. Donc j'ai pas refaite quand je suis rentré, je suis directement passé en master. Ok. Donc voilà, mais il faut pas avoir peur soit de perdre un an, soit de... Ouais, En même temps, pour les sciences naturelles, je veux dire, 1 + 1, ça égale à 2 dans tous les pays. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pour ça que c'est peut-être. En fait, c'est différent quand tu vas aller étudier peut-être à l'étranger dans les sciences naturelles. Non, mais bien sûr. Tu vas étudier la même chose, alors que quand tu vas pour les sciences humaines, c'est complètement différent. Que ce soit culturel, que ce soit au niveau du droit et tout ça. Donc forcément, c'est différent. Et Revenons sur l'argent. pourquoi. Alors attends, j'avais une autre question. Oui. Pourquoi pas de thèse au Togo? Il n'y a pas d'école doctorale là-bas? Si. Ouais. Non, mais en fait, j'ai voulu faire d'abord le droit en France parce que vu qu'on s'inspire Ok. beaucoup du droit français, je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'y aller directement pour essayer de voir. Et puis franchement, j'aime beaucoup la diversité et donc je sais qu'on est dans un monde assez globalisé, même pas assez vraiment globalisé. Donc n'avoir que des connaissances dans l'environnement juridique du Togo, Ouais. ça pourrait être assez réducteur pour moi. D'autant plus que je veux vraiment pouvoir toucher à tout, tant géographiquement parlant dans la matière juridique, et voilà, j'aime la diversité en fait d'une certaine manière. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu. Donc j'aurais pu rester au Togo Ok. aussi le faire, mais c'est vraiment par rapport à mon envie de vouloir. de bouger quoi. Exactement. Et puis en plus, rien ne t'empêche à la fin de ton Oui. doctorat en France de faire ailleurs même. Ouais, bien sûr. Continue. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, je compte quand même retourner au Togo. Ok, C'est ouais. c'est mon objectif. Mais pas uniquement. Parce que je compte essayer de travailler sur les 2 plans, c'est-à-dire France, Togo. Donc voilà, c'est Oh, un c'est peu super. ça. Puis ça te permet en plus de rajouter toute une branche de comparaison Ouais. entre Ouais, c'est le ça. fonctionnement au Togo et en France. C'est ça, exactement. Parce qu'en essayant de voir, la comparaison, c'est toujours essentiel. Je pense même que quel que soit le domaine, c'est-à-dire voir un peu ce qui se passe ailleurs, permet d'avoir un certain recul, une mise en perspective de ce que nous on fait. Donc voilà, c'est tout bénef, si on peut le dire comme ça. Et donc, du coup, Vas-y. tu avais une question? Non, c'était pour. T'es pour relancer. Donc on parle des espaces bancaires européens et tu parles des sous-régionaux africains. Exactement. Qu'est-ce que c'est tout ça? Bon, en gros, l'espace bancaire européen, c'est un seul espace bancaire européen. Ouais. Il y a un espace bancaire européen. Les espaces sous-régionaux africains que moi j'ai choisis, c'est de 2 zones. Une zone UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire des États ouest africains. Et une zone CEMAC, Communauté économique monétaire Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale. Donc en gros, sous-régional africain, c'était quand même, j'allais préciser, et c'est généralement de l'Afrique centrale, donc de l'Afrique de l'Ouest. Et il n'y a pas d'uniformisation bancaire comme il y a en Europe, en Afrique. Ce qui fait que je me suis posé la question du pourquoi. Et il y a plusieurs personnes, plusieurs auteurs, plusieurs personnes dans la doctrine juridique qui en parlent. Et je me suis dit, alors qu'on voit que cette uniformisation qu'il y a, ou du moins le fait qu'il y ait une certaine harmonisation du droit bancaire en Europe, c'est quelque chose qui est très positif. Parce qu'on sait qu'en quittant ici, je dis n'importe quoi, hein, mais en quittant par exemple la France, en allant en Allemagne, on sait que ce sont pratiquement les mêmes règles qui vont s'appliquer. Donc en gros, c'est vraiment tout bénéfique pour les investisseurs. Et voilà, donc je me suis demandé pourquoi ne pas essayer de réfléchir à une certaine uniformisation. Et l'uniformisation sera encore plus bénéfique parce qu'elle va aborder quelque chose qui est très important dans le domaine économique, la monnaie. Et voilà, on voit que la monnaie électronique, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a énormément d'ampleur. Donc, une uniformisation qui permettra de régir aussi la monnaie dans tous les États africains, ou du moins dans les États, dans ces sous-régions-là particulièrement, ce sera quelque chose qui serait normalement très bénéfique pour l'espace africain. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi spécifiquement ces 2 sous-régions. Ok. Mais elles sont uniformes, entre elles, dans les 2 sous-régions que tu as dit, chacune de leur côté, elles sont uniformes dans ce... Exactement. Chacune ont leur banque centrale, par exemple. Voilà. Et après, vous voyez le OHADA, c'est Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. En gros, l'OHADA, c'est, pour l'expliquer, plusieurs États africains se sont dit,
il faut qu'on harmonise, qu'on uniformise notre droit des affaires, tout simplement. Donc, il y a un code OHADA, un code rempli d'actes uniformes et tout. C'est du blablabla juridique. Hein, mais... Bah oui, mais c'est ta thèse. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, après, en gros, ils ont donc uniformisé, ils ont mis, c'est pas vraiment une compilation, mais ils ont réfléchi à des règles du droit des affaires qu'ils ont mis en commun, afin qu'on soit au Togo, qu'on soit au Bénin, qu'on soit au Sénégal, ce sera les mêmes règles, il s'agira des mêmes règles qui seront appliquées. Donc en gros, vu qu'il y a une uniformisation du droit des affaires, je suis en train de penser peut-être une certaine uniformisation du droit bancaire en prenant un peu exemple sur l'uniformisation du droit des affaires, tout simplement. Okay, donc c'est, voilà. En fait, le droit des affaires te permet permet aux juristes en Afrique de commencer en gros à une uniformisation aussi du droit bancaire. Exact. C'est pas la même chose, droit des affaires et droit bancaire. C'est ça. Okay. C'est ça. Droit des affaires, c'est plus quoi du coup par rapport au droit bancaire? On va dire le droit bancaire, c'est quand même du droit des affaires. Ouais. On va dire, s'il y a le droit des affaires là, très général, le droit bancaire, c'est en dessous. Exactement, c'est un c'est démembrement. Exactement, une branche du droit des affaires. Et donc, mais le droit bancaire, il est plus. C'est-à-dire, quand on parle déjà des banques, c'est quelque chose de très étatique. La monnaie, par exemple, on le dit comme ça dans le jargon juridique, c'est un pouvoir régalien de l'État. En gros, c'est quelque chose qui appartient à l'État. Voilà, l'État s'en sert pour surveiller son économie et tout. Donc, en gros, le droit bancaire ne peut pas, normalement, c'est même la raison pour laquelle c'est très difficile de parvenir à une vraie uniformisation du droit bancaire avec plusieurs États. Parce que chaque État va peut-être essayer de conserver un certain avantage et tout. Donc, abandonner sa souveraineté sur ce terrain-là, c'est assez difficile. Donc, voilà. Donc, mais le droit bancaire, démembrement du droit des affaires, et c'est un peu ça. Ok. Et donc, tu parles de monnaie électronique. Juste, est-ce que tu peux redonner une définition de la monnaie électronique comme si vous l'avez faite? Parce que les gens, ils vont croire que tu parles uniquement de Bitcoin, même si t'en parles aussi. Ouais. Ouais, c'est pas uniquement ça. En gros, bon, la définition c'est tout simple en vrai. C'est ça, c'est tout simple. La définition juridique de la monnaie électronique, c'est... Bon, si on va pour la définition juridique, c'est une valeur monétaire stockée sous forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement. C'est quelque chose d'assez simplifié, mais c'est en gros la définition qui est donnée juridiquement. La monnaie électronique, en gros, c'est-à-dire, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la monnaie, par exemple, qu'on voit sur notre compte bancaire parce qu'elle est sur le téléphone. On pourrait penser que dès lors qu'on a... Voilà, supposons que vous êtes à la Société Générale, vous allez sur votre compte bancaire, sur votre application, vous voyez de l'argent. Donc vous dites que c'est de la monnaie vu qu'elle est électronisée, elle est électronique. Alors qu'au fond, c'est pas vraiment ça. Le droit considère comme monnaie électronique des unités de monnaie, des unités électroniques qui sont stockées sur des puces électroniques, sur des porte-monnaies électroniques, en anglais e-wallet. Donc, et le principe d'une monnaie électronique, normalement, c'est d'être dissocié d'un compte bancaire. Donc après, il y a bien évidemment une utilisation électronique de l'argent normal par les banques. C'est même la première utilisation en fait, électronique de l'argent normal par les banques qui a été faite par les banques. Et aujourd'hui, elle perdure. Donc, ce que moi, j'essaie de faire avec la monnaie électronique, ou du moins avec la notion de monnaie électronique, c'est d'abord d'essayer de voir ce qui est monnaie électronique, ce qui n'est pas monnaie électronique, et est-ce que c'est valable, est-ce que c'est bien de considérer comme monnaie électronique au sens du droit uniquement les monnaies qui ne sont pas bancarisées. Donc, voilà, c'est un peu ça. Est-ce que du coup la monnaie électronique, si je te suis, donc tu dis que c'est quelque chose qui est stocké électroniquement, exactement, c'est pas forcément la monnaie qu'on voit sur notre appli bancaire, mais est-ce que par exemple il y a des applications comme Lydia par exactement, exemple, ça par exemple c'est la monnaie électronique. Ça c'est la monnaie électronique. PayPal, c'est PayPal, Lydia, tout ça c'est pas notre banque, exactement, mais on peut stocker de l'argent. C'est ça, okay, exactement. Ça c'est de la monnaie électronique. C'est ça. C'est de l'argent qui est dématérialisé et qui n'appartient pas à une banque. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça la monnaie électronique. Maintenant, après, c'était hyper clair. Ouais, c'est ça. En principe, c'est hyper bien clair. Expliqué. En fait, c'est ça. C'est là où c'est difficile du coup de t'arrêter. C'est est-ce que du coup, faut vraiment exclure les banques ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que même moi, quand j'ai pris ce sujet, j'étais dans l'a priori de la monnaie électronique, c'est tout ce qui est dématérialisé. C'est-à-dire, dès lors qu'on peut utiliser de l'argent par voie dématérialisée, c'est de la monnaie électronique. Genre la carte bleue. Exactement. Moi, par exemple, je me disais ça. Je pense, il y a même j'ai même lu à lire certains écrits qui en parlaient également, qui disaient que voilà, qui mentionnaient la monnaie électronique mais qui mentionnaient l'argent sur les cartes bleues comme monnaie électronique. C'est pas faux en tant que tel, mais on va dire que c'est pas juste. C'est pas comme tu l'entends toi pour ton projet de thèse. En fait. Même pas moi uniquement. Ouais. Le droit, tout simplement, parce que la Banque de France et des directives européennes qui définissent la monnaie électronique parlent vraiment d'une monnaie électronique sans compte bancaire. Ok, ouais, d'accord. C'est vraiment le principe, sans compte bancaire. Mais après, parce que l'argent qu'on a sur notre compte bancaire, bon, juridiquement, c'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale.
C'est-à-dire, c'est une monnaie par jeu d'écriture. Ok. C'est-à-dire, voilà, le banquier vous lui donne de l'argent, il écrit et puis il met sur un compte. C'est par jeu d'écriture, il met cet argent sur un compte bancaire, donc vous le voyez. Donc, c'est de la monnaie scripturale. Donc, ce que nous, on a sur nos téléphones, en gros, c'est par une application d'une banque, c'est de la monnaie scripturale, mais utilisable électroniquement. Ouais, d'accord, c'est pas de la monnaie électronique. Exactement. Ok, ouais, on te suit vachement voilà. bien. C'est bon. Donc, en gros, c'est un peu ça que je compte, en fait, appliquer, que je compte essayer de développer pour essayer de voir vraiment ce qu'est la monnaie électronique et aussi voir les implications, ce que ça entraîne. Parce que c'est pas uniquement la notion. Parler uniquement de la notion, ça apportera des choses, oui, mais pas vraiment, ça ne prendra pas toute l'ampleur, en fait, de ce qui peut être positif à apporter au droit. Donc, j'essaie de voir vraiment les implications de la monnaie électronique, voir comment est-ce que c'est bien sécurisé. Est-ce que l'application, elle est bien? Est-ce que dans la technique aussi, les acteurs de la monnaie électronique sont protégés? Donc, c'est un peu ça. Mais de toute façon, après, même quand on parlait de Lydia, par exemple, je ne sais pas comment ça fonctionne pour d'autres applications ou dans d'autres pays, parce qu'on y viendra sur l'Afrique, tu disais que c'était stocké sur un numéro de téléphone. Exactement. Mais sur Lydia, je sais qu'il faut quand même synchroniser son compte bancaire, donc scripté, en fait, scripturé. C'est-à-dire qu'il faut synchroniser son compte bancaire, mais ce n'est pas la banque qui détient l'argent. L'argent est détenu par un opérateur, c'est-à-dire Lydia, par Lydia. Et donc, la raison pour laquelle on synchronise, c'est parce que cet argent qu'on va vouloir l'utiliser, on préfère... Il n'y a pas plusieurs commerçants en fait, qui acceptent Lydia. Donc, il faut transférer cet argent-là sur le compte bancaire pour pouvoir l'utiliser. Il n'y a que Internet et les indépendants encore qui utilisent ces systèmes de paiement en fait, par PayPal. Oui, c'est ça. Pour le moment, c'est pas encore généralisé. Après, si on essaye de lire certains économistes ou certaines personnes futuristes qui ont des idées futuristes plutôt, on se dit que bientôt on va délaisser les banques, on va aller sur des trucs qui sont complètement sur Lydia. Exactement, Lydia, PayPal, etc. Enfin, ça a explosé ces dernières années. C'est ça. C'est impressionnant. Ouais. Franchement, surtout avec la crise, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce qui est dématérialisé d'abord, ça évolue. Et on dirait qu'il y a un mouvement qui essaie de se départir en fait du monopole bancaire. Ouais. En gros, après, moi, je kiffe mon banquier, donc c'est peut-être le seul banquier gentil du monde. Mais les banques aimeraient qu'il y ait plus de personnes qui disent ça. Et il y a une question là qui vient de me popper. Comment tu prends en compte, par exemple, des applications comme la N26? La N26, c'est ma banque. Okay. Oui, putain, mais toi, ta banque, elle est en Allemagne. Oui, voilà, moi, c'est une banque allemande. C'est une banque en ligne. Et c'est une banque en ligne. Oui. Ouais. Ah ouais, et en fait, du coup, elle ne me prend aucun frais. Ouais, c'est une banque. Ok, tu considères aussi comme une banque. Parce que pour moi, c'est un peu une première alternative aux banques où tu dis j'ai besoin de posséder mon argent, mais j'ai besoin de garder tout cet argent. Donc si je peux ne pas avoir de dépenses pour une carte de crédit, pour un machin, pour un truc. Non, c'est une banque. En gros, ça, c'est vrai que je n'ai pas encore vraiment vu particulièrement le système des banques en ligne, mais sur le principe, c'est-à-dire c'est une banque. Ça reste une banque. Exactement, parce qu'elle est soumise aux mêmes règles de toutes les banques. Elle doit avoir certains ratios prudentiels, ce genre de choses. Donc c'est une banque normale. C'est juste. En plus, c'est une banque allemande. Donc du coup, c'est pas dans ta taille. Je sais pas s'il y a ça en France aussi, peut-être parce que je sais qu'il y avait Moneo, Boursorama, ou il y avait Moneo. Moneo actuellement. Bon, Moneo, il y a eu un grand flop de Moneo apparemment. Non mais ça dénonce. On n'entend plus parler de Moneo. C'est un peu ça. Voilà, les faits sont là. Si moi j'avais du coup pour passer sur ce que tu disais, nous en Europe, enfin là je parle pour moi personnellement, donc je généralise un petit peu, on connaît la monnaie électronique donc via des applications ou PayPal ou des choses comme ça. Et tu disais en Afrique, ils utilisent beaucoup de l'argent stocké sur le téléphone. Exactement. En gros, en Afrique, il y a généralement le contexte africain est assez particulier parce que ici, par exemple, on voit vraiment l'ampleur des banques. Il n'y a pas, je pense même ici déjà même après 16 ans, on a tous normalement une banque, généralement. Une carte de retraite. Exactement. Alors que en Afrique, c'est pas vraiment ça. C'est la raison pour laquelle on dit que l'espace africain n'est pas vraiment bancarisé. Si, il est bancarisé, mais la population africaine en fait, pas qu'elle a peur, mais ne va pas directement vers les banques. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons sociologiques, des raisons financières aussi, principalement, je pense aussi. Ça va rentrer dans ton sujet de thèse si. L'étude un peu sociologique. Exactement. Parce que pour vraiment comprendre en fait, l'état de fait juridique, il faut essayer de voir pourquoi, de comprendre les raisons en fait, de cela. Donc c'est la raison pour laquelle je vais me pencher sur ça aussi. L'Afrique est bancarisée depuis combien de temps ? Je pense que plutôt ton secteur en fait, parce que l'Afrique c'est un peu large. Ouais, c'est ça. Ne tombe pas dans ça s'il te plaît. Ouais, j'essaie d'éviter. Franchement, depuis, on va dire, les indépendances pratiquement à vague 1960, donc un peu après, je n'ai pas de date en tête précise. Mais c'est récent en fait. Ouais, c'est quand même assez récent.
Franchement, c'est assez récent. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi que du coup, c'est pas très culturel d'aller à la banque. Exactement. D'autant plus que qui dit banque dit ici, l'évolution technologique, tout ce qui est innovation, a réussi à mettre une certaine facilité, une certaine accessibilité des banques. Alors que chez nous, par exemple, en Afrique, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà d'aller aux banques parce que tout ce qui est dossier, tout ce qui est documents. Et aussi, je sais qu'il y a cette chose-là. Les banques, par exemple, c'est quelque chose de très banal. Hein. Les codes postales. Code postal où met ton adresse, tout simplement. Quand tu vas à la banque, quand tu ouvres ton compte, on te demande cela. Alors qu'en Afrique, les adresses ne sont pas numérotées de cette manière. Donc, il y a en gros cette difficulté déjà dans l'accessibilité. Donc, après, les gens se penchent plus sur des moyens qui sont beaucoup plus faciles. Des moyens comme, par exemple, vous avez certainement entendu Western Union, MoneyGram, ce genre de choses. Ce sont des moyens de transfert d'argent très facilement à l'étranger. Bon, c'est un peu partout dans le monde. Et le terreau africain s'est constitué un partenariat avec des banques et un partenariat qui permet aux consommateurs, donc aux populations, de stocker de l'argent sur leur téléphone mobile. C'est ce qu'on appelle la mobile money, de la monnaie sur le téléphone mobile. Il y a plusieurs, il y a Flouz, T-Money, en gros, ce sont des noms d'enseignes d'enseignes qui pratiquent cela et d'opérateurs qui pratiquent cela. Et en gros, c'est un peu comme ça que tout se passe généralement. L'espèce est toujours beaucoup plus présent quand même, c'est sûr. C'est beaucoup plus présent qu'ici. Mais comme alternative à cette espèce-là, pour envoyer de l'argent ou pour faire parfois certains paiements, on passe par... Plutôt des gros paiements, du coup Non, même pas. En fait, voilà, pour ce moyen, n'est pas les commerçants africains n'acceptent pas ce moyen, c'est-à-dire vous n'allez pas peut-être prendre de l'argent mobile pour payer directement, mais l'argent mobile va vous permettre, peut-être on fait un transfert et donc juste à côté vous tirez de l'argent en espèces c'est comme pour une payer. carte de crédit en fait. Exactement, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc c'est-à-dire vous stockez de l'argent, vous n'allez pas l'utiliser directement. Actuellement quand même il y a certaines personnes qui acceptent qu'on le fasse ainsi, mais en principe généralement vous n'allez pas l'utiliser directement en fait auprès du commerçant. Donc vous avez de l'argent, vous pouvez le stocker. C'est vraiment comme moyen de stockage en fait de l'argent. Donc vous stockez votre monnaie, vous stockez votre argent sur votre téléphone et après vous enlevez, vous faites un retrait. Il y a des bornes spécifiques pour ça quoi. Voilà. Je sais pas pourquoi moi, psychologiquement je suis plus rassuré de payer avec une carte bleue qu'avec mon téléphone. Alors que je peux faire les deux. Hein. Tu peux te faire voler ta carte et ton téléphone aussi. Mais c'est vrai que du coup nous comme on n'est pas habitué à ça, c'est vrai que ça sonne particulier et en même temps quand tu dis du coup c'est les opérateurs qui stockent l'argent, pour moi les opérateurs du coup deviennent à la fois des opérateurs et des banques en fait. C'est ça. D'abord il faut impérativement qu'il y ait un partenariat entre la banque et l'opérateur de téléphonie. Donc cet opérateur de téléphonie aura à mettre certaines, pas des bornes, mais c'est même des personnes physiques qui vont en fait qui auront un téléphone avec eux et qui vont consulter en fait votre compte avec votre numéro, avec vos identifiants et tout, avec vous, et qui vont faire le retrait pour vous. Et donc, dès lors que vous donnez l'argent, que la personne vous donnera l'argent, vous faites ce que vous voulez de cet argent. D'accord. Donc et tu peux transférer de l'argent de ton téléphone au téléphone de quelqu'un. Exactement. Quand on dit téléphone, c'est vrai, ça peut être trompeur. C'est plus sur le numéro de téléphone. C'est ça. Oui, c'est pas dans ton téléphone, c'est de l'argent. En fait, vous êtes juste dans le turfu. Parce que c'est clairement ce qu'on essaye de mettre en place en Europe et que ça met 15 ans à arriver. Quoi. C'est ça. Je pense qu'il y a déjà la facilité en fait, du compte bancaire en Europe. Donc, ce qui fait que Lydia, par exemple, ça s'utilise. Mais voilà, moi, à part dans les associations pour les fonds de gâteaux, non mais je me demandais où ça allait vraiment. Je pensais les associations en général. Non, c'est pour les ventes de gâteaux. Ouais. En gros, exactement. Les soirées, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai payé tant pour les. Mais c'est vachement bien. Ouais. Parce qu'en plus, vu que t'as pas toujours de la monnaie, c'est chiant d'avoir de la monnaie. Ouais. Dans les festoches. Putain de ouf. Mais moi, j'ai jamais compris. Alors, c'est ça dans les festivals. T'as aussi ça avec les bracelets. Dans les festivals, en fait, c'est de la monnaie électronique du coup. Ouais. Si tu mets genre 100 balles sur ton bracelet et après tu payes tout avec ton bracelet partout. Ouais. En gros, t'as stocké de l'argent sur ton bracelet. Exactement. Et c'est de la monnaie électronique en fait. Mais on est en train de prendre j'ai jamais compris pourquoi les gens ont râlé quand il y a eu ça. Alors que moi, ça a été libérateur. Tu dis c'est bon, j'ai plus besoin d'amener ma carte bleue. Ouais, tu recharges avant le festival. Et tu perds pas ta carte en festival. Ouais, mais les gens, ils ont peur de se faire voler leur bracelet. Sans le vol, c'est-à-dire, de toute façon, qui que soit la personne qui a le bracelet, la personne pourra payer n'importe où, c'est ça. Il n'y a pas de vérification. Non, il n'y a pas de vérification. C'est pour ça aussi. Il faut passer 2 fois le bracelet. Tu passes une première fois pour dire je veux payer. Ouais. Et la deuxième fois, c'est que tu valides le paiement. Et du coup, les gens sont un peu flippés de dire si je me fais voler mon bracelet. Ouais. Mais bon, maintenant, avec le paiement sans contact, tu te fais voler ta carte. Tu peux payer 50 balles. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est des conneries. Mais tu peux faire opposition. Après.
Et c'est là où toi, du coup, tu interviens sur le fait, est-ce que c'est vraiment sécurisé ou pas en fait. C'est ça. Okay. Bien évidemment, il y a une euphorie. Tout le monde veut essayer d'avoir son propre argent qui n'est pas forcément à la banque et tout. Mais est-ce que c'est vraiment sécurisé? Moi, actuellement, j'ai pas de réponse. Bah oui, j'essaie vraiment d'aller sur tous les plans pour essayer de voir. Tu te dois d'être un peu objectif aussi. Exactement. Mais est-ce que dans le droit, on est forcément objectif parfois? Parce que parfois, il faut prendre position. Bah oui. Mais c'est quand même en considération de certains éléments qu'on juge pertinents. Mais en plus, alors là, moi, ça fait un peu faire un parallèle un peu foireux, mais qui marche aussi. Vas-y, j'adore. Quand on parle d'objectivité, que ce soit aussi même dans l'art et tout ça. Oui. Tu vas parler du cinéma Tu vas parler du cinéma Non. Je vais rester sur l'art en général. Non, c'est vraiment parler d'objectivité. Moi, j'ai souvent entendu tel tableau est plus beau que celui-là. Et en fait, genre, c'est pareil. Genre, parler d'objectivité, ça dépend de plein de choses. Ça parle de du culturel, de l'histoire. Donc, comment toi, tu vas juger tout ça? En plus, tu vas comparer des sous-régions en Afrique et l'espace européen, et deux trucs assez récents quand même. Ouais. En gros, d'abord, la comparaison que je fais, c'est pas une comparaison qui va tendre à dire que ici c'est mieux que l'autre, parce que déjà il n'y a pas de ça en fait. C'est juste que ici, au vu de certaines réalités, au vu de l'évolution d'ici ou de la situation, toi c'est plus qu'est-ce qui est légal et pas légal en fait. Exactement. En gros, ce qui est fait, ce qui peut être fait, et les avantages et les inconvénients un peu de ça, et ce qui des deux côtés en fait de l'Atlantique. Et comment tu vas décider qu'un truc est légal ou pas? C'est pas moi. Il met sa robe, il a un petit marteau et puis il tape tout ça. J'ai mal posé la question, c'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui fait qu'on va décider que cette loi est plus propice en fait à s'appliquer dans ton droit à toi, quoi. C'est ça. En gros, ça par exemple, ce sera une analyse d'abord de la loi, parce qu'il y a plusieurs lois qui sont faites, qui sont édictées. Donc, soit la loi européenne, soit la loi dans les deux sous-régions. Exactement. Déjà, c'est-à-dire, je vais d'abord prendre l'espace européen, essayer de voir comment est-ce que la monnaie électronique est organisée, comment est-ce qu'elle circule déjà sur l'aspect légal, et après aussi sur l'aspect pratique. C'est aussi ça l'intérêt de ma thèse, c'est-à-dire je ne reste pas trop dans la théorie et dans la loi. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, c'est ça. Je vais vraiment je vais essayer de voir auprès des banques la manière dont les banques en fait utilisent cela. Si les banques conçoivent également la monnaie électronique comme le droit le conçoit, même si au fond ils n'ont pas vraiment le choix. Mais voilà, après c'est comme ça que je ferai cette comparaison. Bon, j'ai failli perdre mon propos, mais j'essaierai de voir en fait si ce que la loi définit, est-ce que c'est propice pour l'activité économique en général? Est-ce que les petits commerçants, les grands commerçants, les grandes industries, est-ce qu'elles voient en fait en cet arsenal légal, cet arsenal juridique-là, quelque chose qui favorise leurs activités? Parce qu'au fond, généralement, on pense que c'est la loi qui dit et les autres suivent. Mais au fond, c'est l'inverse. Exactement, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire, c'est au vu d'une activité économique peut-être que la loi va dire que ah ouais, ils le font ainsi, donc maintenant je vais essayer de voir comment essayer de régir ça. Et de structurer. Exactement, structurer surtout pour protéger, parce que c'est aussi l'objectif même principal de la loi. De la loi, ouais. C'est ça. Donc dans les deux espaces, c'est un peu ce que je ferais. Donc en fait, là, si on fabule un petit peu sur l'hypothèse, ça serait plus propice à l'utilisation des petits commerçants, entre guillemets. Actuellement, pour le moment. Ouais, pour le moment, oui, parce que les grands commerçants, je ne pense pas qu'ils vont prendre le risque. Tu vas pas faire un virement de 1000 balles. 1000 balles, je suis gentil, mais... Ouais. Moi, je l'ai fait. Oui, mais d'accord. C'est pour ça, c'est parce que 1000 balles, c'est pas beaucoup. Mais en fait, c'est vrai que si tu vas acheter une voiture en monnaie électronique, c'est pas ça. C'est plus en plus, il y a même une loi. En gros, il y a des dispositions légales qui disent qu'à partir d'un certain montant, je n'ai plus exactement le montant, c'est quoi, 1000 €, je pense, il faut impérativement passer par un compte bancaire. Voilà. Je crois que tu n'as même plus le droit de déposer de l'espèce, de payer en espèces au-delà d'un certain montant. Ouais, c'est ça, exactement. C'est parce que sinon, blanchiment d'argent, financement de terrorisme et tout, c'est vraiment de. Et là, du coup, on revient sur le droit criminel. Exact. Oui, tu vois, c'est. Ok, ouais. On arrive à boucler les choses. C'est vrai. On dirait que la société est essentiellement criminelle. C'est sûr, à écouter les juristes et les mecs qui font le droit. C'est catastrophique. Il y a du problème partout. Moi, ça me fait moins rire, ça, c'est que t'as pas le droit de payer avec des billets de 100, tu vois, des fois. Ouais. Puis tu vas dire, mais pourquoi vous avez créé ces billets alors si on peut pas payer avec? Parce qu'ils sont jolis. Mais ouais, ça va, c'est bon. Je voulais savoir... Ah oui, parce que tu parles de monnaie électronique, tout ça. L'intérêt dans ta thèse, alors je pense que ça va être divers, mais c'est plus de cibler les particuliers de cette monnaie électronique, les utilisateurs, ou les entreprises, les privés, l'interaction entre les deux. Ouais, je vois. Je pense que j'ai d'abord pas le droit, même scientifiquement parlant, de m'axer uniquement sur les particuliers ou uniquement sur les grands commerçants. D'accord. Donc je pense vraiment que je vais voir, je vais tout voir en fait, toute l'ampleur, parce que c'est vraiment de l'activité économique en tant que telle. Et les petits commerçants et les grandes entreprises participent à cette activité économique. Okay. Et donc vraiment c'est dans cette ampleur-là que je verrai. Ouais, tous les privés et tous les particuliers. Exactement. Ta thèse, c'est vraiment une thèse de défrichage pour l'instant. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup. Après, tu disais qu'avec l'OHADA, tu as quand même une bibliographie assez solide pour commencer. Oui, avec l'OHADA, par exemple, la bibliographie de l'OHADA, la raison pour laquelle je me tourne vers l'OHADA, c'est pour voir si l'OHADA va peut-être
penser à une uniformisation pour une uniformisation du droit bancaire. Oui, en gros, c'est un peu ça. C'est ça. C'est ça, parce que ça a été fait en Europe. Donc, quitte à copier quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient d'Europe, parce que c'est un peu l'habitude, pas tout. Je le dire comme ça, ce serait faux, mais il y a beaucoup de choses, en fait, déjà dans le droit qui sont importées. Donc, quitte à copier quelque chose, pourquoi ne pas copier quelque chose qui marche vraiment ou qui pourrait marcher? C'est pas sûr que ça marchera, mais juste voir. En tout cas, à l'heure actuelle, aujourd'hui, ça marche. Ouais, alors c'est ça. Il y a même ce proverbe africain qui dit, je vais me rappeler, voilà, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ouais. Donc, en gros, c'est un peu ça, c'est-à-dire seul, c'est sûr que voilà, on peut avoir, seul on va plus vite, mais ensemble, c'est vraiment plus concret, plus exactement, sûr, plus concret, c'est ça, plus stable, si on peut le dire comme ça. Dans ta thèse, tu nous as dit que tu allais étudier le droit, forcément, la finance, tu fais un petit peu de sociologie. La sociologie... Tu fais... Forcément, alors, évidemment, à chaque fois qu'on se pose cette question... Des stats. Est-ce que tu fais... Non, pas du tout ça. Pas du tout ce que j'allais dire. Non, des cours sur des thésards, forcément, ils ont beaucoup de cordes à leur arc. Est-ce que tu vas faire un peu de philo? Quelles sont les matières un petit peu que tu vas aborder pour cette thèse? Alors, la sociologie, certainement, pour essayer de vraiment comprendre, en fait, l'environnement. De comprendre. Je sais que, par exemple, ici, je sais que l'état actuel financier, c'est lié à la situation de la population. Aussi au fait que la population, ici, ne manque pas d'occasion de prendre tous les moyens d'innovation. Parce que les choses vont tellement vite. C'est-à-dire, dès qu'il y a ceci qui sort, regardez, juste, je le prends, c'est un exemple vraiment banal, l'iPhone. Chaque année, il y a un nouvel iPhone, pratiquement. Donc, en gros, c'est ça. Il y a vraiment une innovation, en fait, fulgurante. Donc, en gros, cette innovation fulgurante, en fait, se retrouve dans le droit. Et donc, en gros, c'est parce que peut-être la société européenne est beaucoup plus propice, mais a cette facilité d'innover. Donc, je vais peut-être essayer de voir si c'est ça si c'est cet état de fait qui a conditionné cette innovation dans la matière de la monnaie électronique. Et voir également aussi pourquoi est-ce qu'en Afrique, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas comme ça? C'est évident que l'Afrique ne peut pas, en fait... C'est pour ça que la comparaison, juste pour comparer, ne peut pas être propice. Parce que ce serait comparer des choses des espaces qui n'ont pas les mêmes réalités du tout et qui n'ont même pas les mêmes besoins, au fond. Parce qu'au fond, la population africaine n'a pas besoin, je pense, actuellement du moins, de toute l'innovation qui a été faite en matière de monnaie électronique. Parce que ce qui s'utilise actuellement, c'est quelque chose qui fonctionne. Exactement, qui fonctionne. C'est quelque chose que les dames au grand marché, par exemple, les dames, les messieurs au grand marché peuvent utiliser normalement, utilisent sans complication. Et c'est aussi ça. Ce qui est utilisable ici sans complication n'est pas forcément ce qui sera sans complication de l'autre côté. Donc, c'est un peu comme ça que je verrai les choses. Oui, c'est pas forcément de comparer, c'est plutôt de regarder. Exactement, en fait, c'est ça. Et voir la diversité. C'est ça. Quel est le but de cette thèse? C'est-à-dire, pas le but. Est-ce que parce que tu disais tout à l'heure, ça semble comme un gros projet, mais tu disais t'inspirer de l'OHADA pour essayer de proposer quelque chose. Est-ce que ça serait pas le but final de cette thèse, c'est de proposer un droit bancaire en fait? Dire que je propose un droit bancaire. Pas tout seul, évidemment, mais tu fais partie de ceux qui... Mais c'est ça. Si je peux aider, parce que le but, c'est toujours d'améliorer. C'est-à-dire, on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. On se demande donc pourquoi ça n'a pas été fait au vu de la situation. Et après, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui améliorerait les choses? Et tant que cette chose-là qu'on aurait à faire sera adaptée à la situation. Donc, je pense que c'est un peu ça, en fait, le but initial, le but que j'aurais à faire. Mais après, but concret. Oui, il n'y a pas. T'es en combien de année, là, déjà? C'est la première année. Ah oui, d'accord. Le but concret. Bon, t'es large. Là, on est parti, quoi, sur 5 ans, là? Franchement, moi, je me suis fixé 3 ans. C'est 3 ans? Ouais, je me suis t'es chaud. En droit, 3 ans? J'ai vu que la moyenne, c'est quoi? 5 ans, 4 ans? 4,9. Exactement, ouais. Non, mais je me dis, je vais devoir travailler comme un fou, mais... Ah, voilà. 3 ans. En tout cas, t'as l'air quand même vachement bien renseigné sur... Enfin, bien renseigné, heureusement. Mais non, mais c'est-à-dire, j'essaye d'avoir j'essaye. Tu charbonnes un peu là. Est-ce que je vais dire ça? Franchement, ce serait mentir de dire que je travaille tous les jours. non. Mais voilà, franchement, j'essaye quand même de me fixer des objectifs. Et puis ma directrice de thèse, elle est très avenante. Et puis elle comprend. Je lui ai dit que moi, mon objectif, c'est vraiment de faire 3 ans. Ok, et ça, elle est OK avec ça? Ouais, elle dit que franchement, si c'est possible. Mais en gros, c'est pas que je veux faire 3 ans juste pour 3 ans, parce que ça me conduirait même à faire. Si je reste uniquement dans la logique des 3 ans,
je vais donc me dire qu'au bout de 3 ans, il faut que je sorte une thèse, qu'elle soit bien ou pas. Mais en gros, je veux vraiment faire une très bonne thèse en 3 ans. C'est ça. C'est un objectif de durée, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu bâcles ta thèse. C'est ça. Mais tu as estimé qu'il te fallait 3 ans pour la faire. En fait. Exactement. Voilà. C'est ça. Il faudra peut-être redoubler d'efforts, tripler, voir. Bon, après, si tu sais que tu peux faire 6 mois de plus, 3 ans et demi, ça va. Ouais, on va voir. Mais ce qu'il y a, c'est que je me dis, c'est un peu comme ce qu'on dit. Dès que tu te laisses un plan B, c'est que le plan, tu vas plus tendre vers le plan B. Ok, donc, dès que tu t'es mis un plan A, c'est 3 ans en bas. Ouais, ça, on est sur ça. Exactement. Ok. Très bien. Bon, t'en reparleras quand on aura des cernes. Parce que pour l'instant, ça va. Tu vois. Les premières années, ils ont toujours des beaux yeux. Ouais, tu vois. Ça. Il y en a qui ont quand même déjà pleuré. Hein. Il y en a qui commencent déjà à pleurer. Mais quand t'arrives en deuxième, troisième année, t'as les cernes jusqu'au bas des yeux. Mec, je vais jamais y arriver en 3 ans. Vous imaginez, j'aurais des cernes jusqu'au menton, carrément. Je vais rentrer chez moi, putain. J'en peux plus. Cette thèse, d'où elle est venue cette idée? Elle est venue de toi, ou de ta directrice, de moi. En gros, je savais que je voulais faire une thèse particulièrement dans le droit bancaire. Ok. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attends, moi je te coupe. Dès que t'es arrivé en master. Oui, dès que j'ai fini mon Ok, ça. Donc parce que c'était soit ta thèse, soit le CRPA, le concours pour l'entrée à l'école d'avocat. Okay. Donc voilà, et je me suis dit j'ai bien envie d'approfondir un sujet, surtout un sujet qui est en lien avec l'Afrique. Et vu que je suis principalement vu que mes études ont principalement porté sur le juridique africain. Donc, je me suis dit, je vais faire du droit. Et quelle branche du droit m'intéresse vraiment? Le droit bancaire. Donc, j'ai essayé de voir. Et il y avait Madame Villemontes qui fait du droit bancaire. Et donc, je lui ai dit qu'en gros, je veux faire une thèse en droit bancaire. Mais je ne sais pas exactement quel sujet. Ouais, je n'avais pas la monnaie électronique exactement. en tête. Pour le moment, c'est ça. Ouais. À ce moment-là, pas encore. Et après, elle m'a dit que quelqu'un va me faire des propositions. Donc, en amont de ces propositions, j'ai moi aussi fait des recherches. J'ai essayé de rechercher. Et je me suis dit, oui, droit bancaire. Donc, essayons de voir qu'est-ce qui se fait actuellement, qu'est-ce qui se fera dans le futur, qu'est-ce qui est assez innovant, monnaie électronique. Et je me suis dit, bam. C'était le sujet parfait. Exactement. C'est comme une ampoule dans les Disney. Il y a une ampoule. C'est ça. Trop bien. Et donc, je le lui ai proposé. Elle a dit, que c'est très intéressant. J'ai fait une problématique, en gros, pour expliquer l'intérêt de la chose. Et elle a dit, oui, on y va sur ça. Ok. Top. Ton sujet est financé? Tu as passé un concours ou pas du tout? Rien? Non. En fait, pour le financement en droit, c'est le contrat doctoral ou la convention CIFRE. Ouais. Donc après, j'étais pas dans les premiers, donc non. C'est rare en CIFRE. La convention CIFRE, c'est-à-dire, je pense que j'ai fait... c'est-à-dire, pour la convention CIFRE, j'ai pas demandé. Ouais. J'ai pas eu à demander parce qu'il y avait... je pensais, avant de demander à la banque... Putain, j'ai oublié le nom de la banque. BNP, c'était BNP Paribas qui était à Paris, mais j'ai complètement oublié. Pas que j'ai oublié, mais j'ai été pris de court en fait. Et après, je me suis dit, on y va. J'avais finalement trouvé un service civique à l'université de Bordeaux, et donc j'essayais de joindre les deux bouts avec. Ok, donc tu as un travail à côté. Oui. Ok, super. Parce que c'est la question qu'on pose assez souvent, justement, notamment à ceux qui font des sciences humaines et sociales, c'est savoir où est-ce qu'ils en sont au niveau du financement, comment ils font à côté. Yoann, on le salue, qui était chauffeur-livreur Deliveroo. Ouais, c'est ça. C'est sans financement, c'est vrai que franchement, sur un sujet comme ça, sur un sujet de thèse, généralement même sans financement, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ouais, bien sûr. C'est ça. En même temps, franchement, c'est ça. Il y a des avantages et des inconvénients. Tu t'en sors? Ça va. Ça va. Okay. Ça va. Avantage, t'es indépendant. Inconvénient, t'es indépendant. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc, tu travailles en bonne collaboration aussi avec ta directrice de thèse, apparemment. Oui. Ouais, franchement, oui. Chaque fois que j'ai de nouvelles avancées, je lui dis, elle me donne des pistes de réflexion, des pistes d'ouvrages à aller chercher, à aller lire encore. Donc, voilà. Franchement, elle m'aide beaucoup. Et pour travailler dans l'espace européen, tu y es. T'es en Europe. Mais pour l'espace africain, comment ça se passe? Tu vas aller sur le terrain ou ça sert pas forcément à grand-chose? Non, je pense pas. Avec Internet, tout ça. Ouais, je pense pas que je serais obligé d'y aller. Je vais peut-être écrire, je vais certainement envoyer des mails aux banques centrales en fait pour essayer de voir aussi. Parce que j'ai prévu de faire cela. Donc je pense pas que ce soit impératif pour moi d'y aller. Mais est-ce que tu as envie d'y aller? Oui, toujours. Toujours, c'est chez moi. Donc oui, c'est chez toi, ça. Ouais, donc tous les jours, je me dis, j'aimerais tellement avoir un billet offert là. Tu leur envoies un mail, tu fais les gars, je peux venir juste étudier 2 ans. Ouais, vas-y, viens. Ouais, mais après, je me dis, gardons les pieds sur terre. Donc... est-ce que tu as des questions toi encore ou pas? Alors en rapport avec la thèse, non. Du coup, c'était vas-y. Du coup, pour sortir un petit peu de la thèse, tu fais quoi? Alors, jusqu'en mai,
jusqu'en fin mai, jusqu'au 30 mai, je suis en service civique. Ah. Ouais, avec l'Université de Bordeaux, avec le BVE, le Bureau de la vie étudiante. Un service civique de dynamisation des lieux de vie du campus, dynamisation du campus. En gros, je participe à l'organisation d'activités culturelles pour les étudiants. Alors actuellement, c'est sûr que c'est pas la folie. Pas la folie. C'est ça. Mais on a quand même eu à organiser des choses des choses en ligne pour les étudiants. Il y a eu, je sais que le BVE de Talence, si je ne me trompe pas, non pas Talence, Victoire, si je ne me trompe pas, organiser des blind tests, en gros ce genre de choses, des trucs en ligne en fait pour les étudiants pour essayer de leur faire voir autre chose que les études pures. Et surtout en confinement, c'est ça. Bah, à quelle heure tu nous invites en fait? Putain de blind test. Pourquoi pas? En plus, là, on est en train de faire il y a un jeu de piste qui sera fait le 7 mai. Ah, trop bien. Ouais, le 7 mai, le jeu de piste. Normalement, si tout se passe bien, ça sera fait. Sauf si la situation s'aggrave et j'espère que ça ne s'aggravera pas. Donc voilà. Mais quand même, je ne travaille pas seul. Je travaille avec d'autres étudiants de ton service civique, du BVE Talence, Victoire, etc. Et qui sont très dynamiques aussi. Ouais. Et voilà. On sait que c'est compliqué, mais quand même, on essaie de faire quelque chose. Bah, si vous voulez nous inviter pour qu'on fasse un truc en ligne avec vous ou quoi. Franchement, ce serait sympa. Pourquoi pas? On commence à placer nos pions. Bah, attends, il faut, hein, c'est important. Ouais, franchement. C'est cool. Et ça doit te prendre du temps, du coup, service civique, je suppose. C'est-à-dire, c'est en 24 heures. Le service civique. Quand c'était en présentiel, c'était beaucoup plus dur. Bon, je ne vais pas dire dur parce que je le savais. Et après, j'arrivais à m'organiser. C'est beaucoup d'investissement. C'est ça. Mais en gros, c'était déjà, le service civique, c'est du volontariat d'une certaine manière. Donc, en gros, je connaissais les engagements que j'avais pris. Et donc, franchement, ça ne me dérangeait pas du tout d'y aller. Au contraire, c'était tout un plaisir. Et c'est d'ailleurs même tout un plaisir encore. Mais pour être franc, c'est quand on est passé en télétravail complet, c'est vrai que ça permettait d'avoir plus de temps. Ça reviendra plus de temps pour bosser parce que je me fixais des missions, je me disais ok, là je fais une affiche, je participe à la création de l'affiche, je réfléchis assis et après je bosse. En gros c'est-à-dire c'était toujours 24 heures mais plus 24 heures net. Oui, c'est 24 heures comment toi tu l'entends. Exactement. En fait. Parce que parfois j'avais à travailler la nuit de minuit à 2 heures sur site et après voilà le matin peut-être je consulte juste mes mails, je vois vite fait et voilà. Donc c'était plus des objectifs qu'aller sur place. OK. Donc, c'est un peu ça que c'est ça, tu m'as demandé ce que je fais. Ouais, c'est ça, je cherche... Ouais, donc, je fais ça, je fais aussi du tutorat en droit. J'ai des étudiants en droit, c'est en contrat avec l'Université de Bordeaux. Et je fais aussi je donne des cours particuliers. C'est ça. Pour essayer de joindre debout, pas bout. Mais en vrai, tu restes quand même toujours un peu dans ton domaine. Quand même. C'est ça. Tu donnes des cours de quoi? De droit, en général. De droit Des cours particuliers de droit à des étudiants en L1, L2, L3. Ma première année de cours particuliers, je donnais à une étudiante en M1, en propriété intellectuelle. Donc voilà, c'est-à-dire j'ai toujours eu envie en fait d'aider ou d'aider dans la matière juridique parce que je connais. Donc tant que je peux aider et en plus ça m'aide beaucoup de pouvoir aider parce que si j'aide avant même d'aider, il faut que je me cultive derrière. Du recul, exactement. Et donc je valide complètement cette façon de penser. Et puis en plus même de ça se voit là, tu nous parles depuis ça doit faire un petit moment là. 42 minutes et 40 secondes. Et en vrai ça va et vraiment quand tu parles on est hyper attentif et t'expliques vachement bien. T'expliques vachement bien. Comparé aux autres qui étaient nuls. Oh là là, ils étaient nuls. Je vous embrasse. Et est-ce que ça t'intéresserait de donner des cours de TD? Parce qu'on sait qu'en droit, même ceux qui sont... J'y ai pensé. J'en ai parlé avec ma directrice de thèse. Et franchement, surtout que je veux faire 3 ans, c'est pas l'optimal. De donner des cours? Ouais. Parce que c'est chronophage. C'est vraiment chronophage. C'est ça. Donc, même si j'ai vraiment envie de le faire, je me dis, bon, je vais attendre. Dès que elle m'a donné ce conseil-là. Et franchement, c'est-à-dire, quand elle me l'a dit, elle a dit, ouais, je lui ai dit que voici, j'ai vraiment envie j'ai fait le tutorat, je fais des cours particuliers. Donc, l'étape qui suivra, normalement, c'est chargé de TD. Exactement. C'est comme ça que moi, je voyais la chose. Je savais déjà que ce serait un peu chronophage, mais je me disais que bon, j'ai réussi à gérer jusque-là un boulot de 24 heures, donc ça va passer. Mais après, je me suis dit, elle m'a dit que franchement, si je veux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on va essayer de voir comment. C'est pas qu'elle m'avait promis que j'allais le faire, mais elle allait dire qu'elle allait voir quand même si c'était possible. Mais qu'elle ne me le conseillait pas fortement. Si tu voulais faire 3 ans. Exactement. Parce que voilà, c'est chronophage, c'est même pas une affaire d'argent, hein, même si... J'adore l'argent. Tu m'as piqué les mots de la bouche. Je le savais. C'est même pas une affaire d'argent, mais c'est vraiment une affaire de temps. Parce qu'après, je serai amené à... Bien évidemment, je vais aimer ce que je ferai, mais je serai amené à laisser en fait d'un côté, peut-être pendant quelques semaines, un mois, ma thèse. Et oui, surtout si tu es investi. C'est ça. Parce que
Forcément, si tu ça, tu vas t'investir beaucoup plus. C'est ça. Déjà qu'il faudra rien négliger, ni la thèse, ni les étudiants. Si je les ai en TD, je pourrais pas. Voilà. Donc, je me dis, si je commence par rédiger, si je commence mon plan, ma problématique, la rédaction, là, je pense que j'aurai plus de facilité et plus de temps. Donc, tu attends encore un petit peu pour être sûr de ne pas, toi, perdre de temps et pas faire de perdre de temps aux étudiants. Exactement, c'est ça. Donc, je me dis, dès que j'ai su ça, je me suis dit, cette année, je vais essayer de vraiment charbonner. Comme ça, en 3e année, je commence la rédaction et donc, je vois si je peux. Okay. Quitte à après aussi, même, tu peux avoir un contrat d'ATR ou un truc comme ça. Ouais, pourquoi pas, c'est ça. Comme ça, les étudiants, ils t'appellent maître docteur Pierre Damien. Quoi. Maître docteur. C'est vrai qu'on fait beaucoup le droit pour le titre. Je sais, c'est pas faux. On l'a déjà dit plusieurs fois. Tous les thésards, ils font. Attends, on leur a proposé, je sais pas si c'est une bonne idée. Attends, on va t'appeler docteur. Ok, vas-y, go. Un docteur sans blouse, vous imaginez. Sans stéthoscope. C'est encore mieux. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, j'ai même pas besoin de faire 8 ans de médecine. Exactement. Enfin, 8 ans, je suis vraiment gentil. Ouais, on est sur du 12 ans. Ouais, plutôt, ouais. Ok. Est-ce qu'on aurait oublié de dire quelque chose par rapport à ta thèse ou est-ce que tu as envie de Attends, j'ai une dernière question, moi. Vas-y. Par rapport à... Pour conclure tout ça, c'est quoi la suite après la thèse ? Après la thèse... Ouais, parce que tu as l'air d'avoir des projets quand même. Ouais, c'est assez à long terme. Là, j'ai l'air, mais au fond... je suis perdu. Au fond, je me dis, qu'est-ce que je vais faire demain ? Non, mais en vrai, après la thèse, je compte entrer en école d'avocat. Parce que l'avocature, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et en plus, alors, tu me dis si j'ai tort, mais quand tu fais une thèse, tu as une passerelle, mais c'est une passerelle plus facile. C'est même une passerelle. C'est une passerelle. Parce que tu passes pas le concours. Ça, c'est classe. C'est ça. Ouais, c'est ça. En même temps, tu as bouffé 3, 4, 5 ans. Donc après, j'avoue. Donc, voilà, exactement. Donc, tu passes directement à l'école d'avocat. Je ne sais pas s'il y a des conditions actuellement. Je n'ai pas vraiment vérifié sur ça. Mais je sais que tu passes normalement directement en école d'avocat. Et j'ai toujours voulu, en fait, être avocat avant même d'être docteur. Donc, je me suis dit, bon, voilà, quitte à en fait faire quelque chose qui me plaît, à apporter quelque chose au pays africain, surtout en matière juridique, je peux le faire et après aussi être avocat. Ouais. Exactement. Et ça me permettrait de travailler sur les deux bords, et en France, et en Europe en général, et en Afrique, et peut-être même ailleurs, pourquoi pas. Je pense peut-être à des idées de Canada. Allez. Allons-y. La classe. T'en vas faire si tu peux, vas-y. Carrément, c'est une tuerie apparemment. Et donc du coup, tu disais que donc, tu viens du Togo ou... Exactement, du Togo, oui. Donc du coup, tu comptes pas y retourner de suite De suite, non. Peut-être pour les vacances. Mais après, quand j'aurai terminé ma formation, franchement, tout dépendra. Je peux pas vraiment me fixer actuellement. Ouais. Je sais quand même que mon objectif, quand j'étais en Master 2 déjà, je me disais, quand je serai avocat, quand j'aurai un cabinet ici, je ferai tout pour avoir un cabinet là-bas aussi. Comme ça, voilà, il y aura un échange. De toute façon, si tu es avocat, docteur et que tu travailles pour le droit bancaire en Afrique, tu risques d'être blindé. Donc tu vas pouvoir voyager comme tu veux. Oublié directeur de TD. Hein. Ah oui, ouais, c'est pas être chargé de TD qui va te payer tous tes billets d'avion. Ouais, mais ça fait un 4e emploi. Attends. Non, mais c'est trop cool tous ces petits projets-là en vrai. Enfin, c'est gros projets. C'est propre. Hein. Il faut des gens comme ça qui sont chauds. Ah, de ouf. Des gens chauds et puis des gens qui... surtout des gens chauds en droit. Hein. Surtout des gens chauds en droit. Et en plus, on sent aussi que tu as vraiment cette envie de partager quand même un petit peu ce que tu fais. Ouais, ça fait toujours plaisir parce que apprendre uniquement pour soi, ça sert à rien au fond parce qu'au fond... Ouais, tu vas rester intelligent tout seul. C'est ça. Or, le juriste, au fond, on aime montrer qu'on est intelligent. Vous avez certainement remarqué, on aime utiliser les gros mots genre oui, on aime utiliser... sur vos mails, ça se voit. Ah ouais, franchement. C'est ça. Et après, il y a même cette petite blague qu'on fait généralement. En gros, on appelle les autres, c'est-à-dire les personnes qui ne font pas le jury, qui ne font pas du droit, soit les profanes ou le commun des mortels. Ouais, c'est ça. Les nulos. Exactement. Ouais, vous, là, la populace. mais voilà. Mais après, en gros, c'est au-delà de ça, franchement, le droit, c'est quelque chose que j'ai choisi par conseil, par recommandation de mon père. Parce qu'au départ, moi, je suis un fou de l'informatique, on va dire, du moins avant d'entrer en droit, même actuellement encore. Mais quand j'ai pris le droit, je me suis dit, je vais essayer. Et j'ai essayé, ça me convient jusqu'aujourd'hui. Et donc, voilà, on y va. Et surtout, je me dis, je peux faire du droit et faire d'autres choses à côté. Ça n'empêche pas, par exemple. Ouais. Ça n'empêche du tout. Ça n'empêche en rien. On est généralement dans l'idée du juriste qui ne fait que du droit, qui n'est que dans ses bouquins. Il y a plein de bouquins sur ça. C'est ça. Alors qu'au fond, déjà, le monde évolue. Et en plus, on n'est pas obligé, en fait, de passer uniquement par là. Il y a des personnes qui se retrouvent très bien dans ça. Tant mieux. Pour ces personnes-là, ce n'est pas du tout critiquable. Mais après, quand on aime le droit et quand on aime autre chose aussi, il faut juste donner les moyens. Ouais, c'est un peu ça. Je suis totalement d'accord avec toi. C'était très bien dit. J'aurais même pu. De toute façon, depuis le début, il y a des phrases qui partent en plus en mode. Oh là là, mais.
Tant d'éloquence, sans bégayer quand même. Hein. Ouais, sans bégayer, c'est incroyable. Putain, en plus, du coup, j'ai tellement écouté ce que tu disais, j'ai totalement oublié ce que je voulais dire. J'étais là, ouais, il a raison. Non, mais écoute, ça va te revenir ou pas, tu crois? Je sais pas. Sinon, on passe à l'interro de Robin. Hein. Vas-y, passe. Je retrouverai pendant ton interro et puis je la poserai après. D'accord. Je sais pas si tu as écouté les autres podcasts. Un peu, oui. Un peu. Donc là, je suis censé résumer ta thèse. Ok. Et autant, en général, des fois, c'est facile sur les sujets et tout ça. Ouais. Autant là, il faut que je fasse gaffe à pas oublier de trucs. En plus, je sais que dans le droit, vous êtes hyper carré sur le si, ça y est, putain, mais merci. Y a pas de souci. Ouais, tu disais que... J'ai parlé de carré, ça t'a touché. Ouais. Putain, j'adore les carrés. Pardon, j'ai plus rien là. Oui, non, mais tu disais que vous, les juristes ou en droit, vous dites que les gens, on est le commun des mortels ou les profanes. Mais pour l'instant, les 3 personnes qu'on a reçues en droit qui font une thèse, donc, alors peut-être que ça s'applique beaucoup aux thésards qui font du droit, on sent cette implication et cette envie de montrer que le droit, c'est pas si difficile. Enfin, pas que c'est pas difficile, mais que c'est abordable, même pour le commun des mortels. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est cool. Exactement. Ouais, franchement, oui. Non, en même temps, on le dit comme ça, c'est-à-dire, au fond, non, mais je sais, on le c'est pense pas. C'est la blague. Mais en gros, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, parce qu'au fond, le juriste, il ne va pas rester qu'entre juristes. Donc, ça sert à rien. Et oui, c'est ça, vous bossez pour les exactement. humains, les mortels, en fait. C'est ça. Donc, en gros, parce que ça se voit même, en fait. Généralement, on se dit que oui, le juriste, voilà, je divague un peu, mais on se dit que le juriste en soirée, par exemple, c'est quelqu'un qui est trop là, qui est trop dans son coin et tout. Il va avoir une petite cravate. C'est ça. Alors qu'au fond, même avec la cravate, on fait ça, n'empêche pas d'avoir les discussions sur les sujets très sujets qui ne sont pas que de la politique, qui sont de beaucoup de choses, qui sont de danse, de musique. J'ai surtout l'image du juriste qui est pas non plus le mec hyper strict, qui est surtout le mec complètement éclaté. Moi, j'en connais des juristes qui sont pas comme ça, en vrai. C'est parce que c'est le moyen de décompresser comme tu veux. Ouais, c'est ça. Mais en plus, voilà, exactement sur ce que tu disais, c'est-à-dire la raison aussi pour laquelle on veut faire vulgariser le droit, parce que c'est vraiment le mot, c'est parce que le droit, déjà, ça, c'est partout, c'est dans tout. Sur nos déclarations d'impôts, dès lors qu'on a un petit conflit, un petit litige, le droit, il est partout. Donc, en gros, au lieu de montrer au client, et là, si je suis dans le cadre de l'avocat, par exemple, au lieu de montrer au client que non, ce que je fais, c'est extrêmement compliqué, explique-lui. Explique tout simplement que, OK, voici ce que la loi dit, voici, mais dans des termes très simples, sans forcément lui montrer que parce qu'il n'a pas fait d'études de droit, il ne va rien comprendre au fond. Ouais. C'est facile. Mais en vrai, ça revient toujours sur cette thèse qu'a fait Julie Kadibi. Oui. Qui est vraiment, en fait, quand tu pars trop loin dans les connaissances, tu as l'impression que tu peux plus expliquer. C'est ça. Et encore moins à ceux qui ont quasiment les mêmes connaissances que toi. C'est ça. Et tu as envie de dire, en fait, si on t'a réussi à le comprendre toi, alors qu'à la base, tu n'avais aucune connaissance, tu peux y arriver. Quoi. Et surtout à expliquer quand tu es justement adepte d'une matière et tout, tu peux facilement, alors il faut avoir les compétences, vulgarisation, tout ça, et toi tu les as. On rappelle que tu es quand même allé en finale régionale. Ah oui, on l'a pas dit. De ma thèse en 180 secondes, félicitations. Ah, merci. Et du coup, tu as clairement les compétences de quelqu'un qui peut vulgariser, et c'est vrai que c'est important, dans toutes les matières, je pense. Et c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Complet. De vulgariser. Mais nous, on est des fous de vulga. De vulga, putain, on est des vulgamans. La média, là, on adore ça. Allez, ton interro. Chez nous. Direct. Allez, l'interro sur l'interro. C'est l'interro de Robin. Alors, donc la monnaie électronique dans les espaces bancaires européens, sous-régionaux, africains et WADA. Si vous avez écouté ce podcast, c'est bon, on n'a pas besoin de faire résumer. Allez, à la bien. Avant que tu commences, franchement, c'est ce que tu vas faire, c'est très dur parce que même moi, si on me demande, vas-y, résume ton sujet, je vais dire, ok, attendez quelques minutes, mais franchement, là, toi, le résumé, là, ok. Non, mais on part du principe que si les gens sont arrivés jusque-là, ils se sont tapés les 40 minutes avant. Quand même. Ouais. C'est que pour résumer, c'est surtout un peu, pour nous, en fait. surtout pour nous, pour voir si on a un peu capté aussi. Mais ouais, non, bien sûr. En vrai, on a quand même là 53 minutes d'interview avant. Ah ouais. Je pense que tu vas le temps de comprendre un peu plus explicitement. Moi, ce que j'en ai compris de ta thèse, c'est que tu vas du coup travailler sur une uniformisation des lois bancaires dans 2 du coup sous-espaces africains, en te basant sur l'OHADA, donc du coup qui va être une base de bibliographie sur les droits bancaires africains actuellement. C'est ça. Les droits des affaires. Les droits des affaires plus. Pour le droit bancaire. Pour le droit bancaire, ouais, pardon, excusez-moi.
Je suis très mauvais en acronyme. Non. C'est-à-dire que j'ai noté le OEMOA et le SEMA. Ok, bon. J'ai déjà oublié ce que ça veut dire. Ouest Afrique et Centrafrique. Ouais, c'est ça. UEMOA et CEMAC. Bon, voilà. Ouest Afrique, Centrafrique. CEMAC. Ah, CEMAC. Oui, CEMAC. Ouais, CEMAC. CEM. J'ai oublié le C. Voilà. Ça m'arrive souvent, ça aussi. Donc sur Ouest Afrique. Et donc, du coup, voilà. Donc, en se basant là-dessus, sur les écrits de l'OHADA et aussi, du coup, sur ce qui se fait en Europe et sur qu'est-ce qui a fait l'uniformisation de l'espace bancaire européen. C'est ça. Et tu t'es concentré sur, du coup, les monnaies électroniques. Exactement. Qui sont, donc, pour le rappeler, des monnaies qui sont virtuelles et qui n'appartiennent pas à la banque. Exactement. C'est ça. Donc voilà. Et tu fais un état des lieux de tout ça. C'est ça. Voilà. Bah, bravo. Oui, c'est pas mal, hein. Ouais, franchement. Au bout du 19e, je suis rodé. Ça y est. Ouais, mais écoute. Mais c'est vrai que, après, on va pas se cacher, hein, genre, il y en a certaines où j'ai galéré. Après, évidemment, on n'a pas tout dit. Et il y a beaucoup de spécificités dans ce que tu vas faire. Ouais, genre, notamment les études sociologiques, les études avec les banques, avec tout ça. Mais dans la globalité, franchement, moi, quand on pas parlé, j'ai fait ah, bah putain. C'est plus simple, je trouve que c'est plus simple à résumer des gens qui expliquent bien. Alors, déjà, ouais. Non, c'est plus simple à résumer des thèses qui sont plus dans le soulèvement de questionnement, qu'est-ce qui se passe actuellement, qui vont éclairer en fait tout ce qui se passe, parce que du coup, vu que toi aussi tu es dans cette recherche de comment ça se passe, c'est plus simple à expliquer que des recherches où c'est en mode alors je fais une recherche dans le but de comprendre l'utilisation de ce truc. Mais ça c'est parce que toi t'es plus à l'aise. Parce que je déteste la neuroscience. Non, c'est parce que t'es plus à l'aise avec tout ce qui est sciences humaines et sociales. Certainement, ouais. Mais après moi vu que j'ai un bagage, j'allais dire un background. Vu que j'ai un bagage scientifique, j'avoue que du coup moi les sujets scientifiques j'arrive à les. Et je l'ai aussi, mais c'est vrai que tu vois genre la bio. On reçoit quand même en sciences naturelles pour l'instant on reçoit beaucoup de bio et la bio c'est pas ma spécialité. Ouais, c'est très petit et tout, et puis... C'est hyper large la bio, il y a un milliard de trucs à savoir. Non, j'étais plus sur les sciences naturelles mais les durs de la science naturelle quoi, c'est 1 + 1 = 2. Des pas me casser les couilles. C'est très comme ça. Mais après ce qui est bien dans les sciences humaines et sociales et notamment dans ce que tu dis Pierre Damien, c'est que c'est le droit bancaire et tout le monde a une banque, tout le monde c'est ça. De base, tu sais un petit peu comment ça fonctionne les échanges d'argent. Donc forcément, tu te représentes beaucoup plus le truc que alors une cellule neurale qui transmet un message. C'est plus facile à comprendre de comment tu donnes tu de l'argent visualises, quoi. Que comment tu donnes de la sérotonine. Ça, c'est plus chaud. Et bien voilà, nous arrivons sur la fin du podcast. Petite recommandation, est-ce que Pierre Damien, tu as une petite recommandation que t'as pas trouvé? Une petite, franchement. Ou une grosse. Ou 1 milliard, hein, si tu veux y aller. Recommande des trucs et les gens sont férus. Alors, j'aime beaucoup la philosophie. Ouais. Je vais pas dire que je suis calé en philosophie, mais bon, en gros, j'aime beaucoup la philosophie, surtout la philosophie assez simplifiée, parce qu'aujourd'hui sur YouTube, il y a plusieurs personnes qui simplifient vraiment la philosophie. Yes. Et je recommanderais André Comte-Sponville. C'est un philosophe un peu des temps modernes. Il écrit de très belles choses. Ça me dit quelque chose, lui. Oui, certainement. Si tu t'intéresses un tout petit peu à la philosophie, ou si tu l'as certainement écouté. Okay. Il a écrit des livres aussi. Moi, je n'ai pas eu à lire ses livres, mais parce que je me contente actuellement uniquement de ce qu'il dit sur YouTube. Il a fait des interviews, pas des interviews, des conférences une conférence en particulier aux hôpitaux de Genève. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Bon, c'est comment aux hôpitaux de Genève. Donc, vous pouvez essayer de voir André Comte-Sponville. C'est sur le sentiment du bonheur au travail. Voilà. Ah ouais, donc, exactement. Il parle de ça. Après, il parle de choses qui intéressent tout le monde, hein, de choses d'amour, de passion, de manque, exactement. La philo, c'est ça. Et j'aime beaucoup cet aspect philosophique parce que ça permet parfois de comprendre en fait nos réactions, de comprendre nos pensées. Et parce que ce sont des personnes qui ont quand même étudié en fait l'être humain et tout ce qui est idéologie, tout ce qui est pensée de l'être humain. Et donc parfois ça aide quand même à savoir que je fais ci parce que je pense ainsi ou parce que voilà. Et voilà. Donc comme on va dire recommandation un peu, je vais pas dire scientifique, c'est un peu ça. Tu dis ce que tu veux. Ouais, comme recommandation on va dire scientifique ou philosophique, voilà, André Comte-Sponville. Après, il y a aussi le précepteur, hein, si vous voulez, des Spinoza, Hegel. Le précepteur, ce qu'il fait, c'est un peu des résumés de la pensée d'un philosophe. Ok. C'est le précepteur sur YouTube. Le précepteur sur YouTube, ok. C'est ça, le précepteur. Je connaissais Monsieur Phi, moi je sais pas si tu le connais. Monsieur Phi, non. Pareil, c'est quelqu'un qui fait de la vulgarisation philo. Ouais. Et il fait un peu de tout et il a un format que j'aime beaucoup, c'est se servir de séries télé et de les analyser de manière philosophique. D'accord. Et il a notamment fait The Good Place. Ok. Je sais pas si tu as vu cette série. Ça me dit quelque chose, mais c'est sur le paradis. C'est sur des gens qui sont au paradis et en fait il y a une personne qui a été envoyée au paradis par erreur. Et donc pour lui faire intégrer le paradis de manière logique,
on lui donne des cours de philosophie. Ah ouais. Voilà. Ok. Si la philo fait entrer au paradis, philosophe. Allez voir les vidéos. Je te spoil pas la série, mais ça marche pas. C'est pas que ça. Ouais, elle est hyper intelligente cette série, mais ce ne sera pas ma recommandation. Ok, ouais, c'est un peu ça pour la. Bon, après, comme artiste, attends, vous voyez une recommandation que j'aimerais faire? Jacob Banks. Vous connaissez Jacob Banks? Non. C'est un artiste, un chanteur, un musicien. C'est surtout sa chanson Unknown to You. Mon anglais il est un peu bâclé, mais Unknown comme inconnu. Ok. To You. C'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est la seule chanson en anglais que j'ai apprise du bout en bout. Ah bah yes. Non, je vais pas vous la chanter. Mais allez, vas-y, c'est parti. Jacob Banks. Exactement, Unknown to You. Ok, on écoutera ça après alors. Ouais. Okay. Est-ce que tu as d'autres choses à recommander ou c'est bon? T'es pas obligé de venir avec toute ta liste. Ouais, non. Après, sur les trucs concrets, c'est un peu ça. Mais après, voilà. Franchement, actuellement, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde s'ennuie actuellement. Oui. C'est-à-dire tout le monde s'ennuie. Sauf en ce moment, moi je passe un très bon moment. Moi j'ai commencé un boulot, donc j'avoue que je m'ennuie pas trop en ce moment. Ouais, mais avant ton boulot, tu t'ennuyais de ouf. Ouais, il y avait les podcasts, donc c'était cool, mais c'est vrai qu'entre les podcasts, je me faisais un peu chier. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors? Donc, en gros, je recommande Roman Freycinet. De ouf. C'est un humoriste. Ouais. Non, mais c'est-à-dire, il vous donne la joie de vivre en 2 secondes. En plus, il passe sur Click chaque dimanche. Et il fait des choses, il parle de la réalité, il parle des choses réelles, mais en le vulgarisant d'une manière, en fait, ça vous touche personnellement. Ouais. Vous riez et vous dites, ah ouais, ce qu'il dit, c'est quand même pas mal, c'est quand même vrai au fond. Donc voilà. Après, moi, personnellement, j'aime tout ce qui fait rire. Il y a Roman Freycinet, Kevin Hart. Quand je fais ces trucs sur Netflix, par exemple, je me suis pas encore intéressé à Kevin Hart. Kevin Hart, mais c'est un grand artiste. C'est-à-dire, c'est de l'art. Lui-même, c'est de l'art. C'est-à-dire, cette personne c'est de l'art. Mais franchement, il fait d'excellentes choses. Je me rappelle, un jour, j'ai avalé de travers parce que non, mais littéralement. J'ai failli crever. Mais si j'étais mort le jour-là, je me dirais. Kevin Hart, merci. Je lui en aurais pas voulu. Mais franchement, Kevin Hart aussi, il est très bien. Surtout quand vous ne suivez pas ça en VO. C'est-à-dire, quand vous suivez ça en VO plutôt. C'est beaucoup plus impactant, c'est beaucoup plus. Voilà quoi. Franchement, Kevin Hart, c'est quelqu'un. Ouais, foncez, là, vous avez plein de trucs à regarder. Du coup, maintenant, plein de trucs stylés là. Et alors, moi, du coup, je vais faire une reco plus, du coup, axée vulgarisation. Je vous recommande, si vous aimez un petit peu. Ce qu'on fait autour de la table et les gens qui viennent, le journal sur internet qui s'appelle The Conversation, donc The Conversation en français, où là ça vous propose des articles écrits de vulgarisation écrits uniquement par des chercheurs et des thésards. Il y a quelques personnes qu'on a reçues ici, j'ai pas tout le monde en tête, je sais que Johan il a fait un papier dessus, moi j'en ai fait un aussi. Voilà, vous pouvez aller du coup chercher des articles sur The Conversation, il y a plein d'articles intéressants et qui suivent les sujets d'actualité aussi. C'est-à-dire que je sais qu'il y a eu des trucs sur la 5G quand c'est sorti. Il y a Johan, il a fait un article sur les fichiers, justement, les fichiers de police, les choses comme ça. Moi, j'ai fait un article à Noël sur la science des repas de Noël. Voilà, donc ça suit l'actualité. Là, on a eu... ouais, putain, je me suis fait insulter. Il y a des articles... Je pense qu'il y a d'autres de l'université de Bordeaux qui ont fait ma thèse en 180 secondes aussi, qui ont fait des articles, genre par exemple sur Mars ou sur Thomas Pesquet, là, quand il part. Il est parti il n'y a pas longtemps, je crois, ou il va partir dans pas longtemps. Il est déjà parti, vu qu'on diffuse en septembre, octobre. Ah ouais, oui. Donc il est parti depuis un petit moment, là. On enregistre... Il est peut-être revenu, même. Enfin bref, allez sur le journal The Conversation si vous voulez en apprendre plus sur tous ces petits sujets. Voilà, alors moi j'ai galéré à trouver un rapport avec l'argent, donc je suis plutôt parti sur des rapports avec l'Afrique pour les recos. Je me suis rendu compte que je ne connaissais aucun artiste togolais. Donc, si t'en as à recommander, je suis très chaud. Moi, je vais vous recommander Blik Bassi, qui est un chanteur camerounais. Alors, il est un peu connu parce qu'il a quand même fait un Colors. Pas mal. Donc, c'est assez cool. Moi aussi, j'en ai fait un. Laquelle? Moi, j'ai fait la jaune. Alors, voilà, il a 2 albums que j'ai particulièrement adorés. Il y a Ako, sorti en 2015, c'est vraiment de la pop indé, mais que tu mélanges pop indé et musique africaine traditionnelle. Et c'est incroyable. Moi, je trouve ça fou. C'est technique, c'est calé, c'est... Alors, je suis pas sûr de la langue dans laquelle il chante, donc pour pas faire d'erreur, je peux pas le dire. Mais voilà. Et il a sorti en 2019 un album qui s'appelle 1858. Et pareil, c'est une dinguerie. Genre, j'ai découvert sur le tard. Je l'avais raté. Je savais pas qu'il allait sortir un album parce qu'il y a aucune promo sur ce mec. Et c'est incroyable. Genre, je vous recommande fortement. C'est un peu du mélange de rock, pop, indé,
musique traditionnelle. Enfin, c'est vraiment incroyable. Ouais. Et des sonorités, ça peut passer partout, quoi. Ouais, je vois. Donc voilà, donc je vous recommande Big Bassi en attendant de trouver des artistes togolais. Peut-être que je le trouverai d'ici là. Ah ouais, je peux vous conseiller des artistes togolais. Ah bah voilà. Vas-y, on voit. Si vous aimez la fête et tout, il y a Toufan, T2OFAN. T2OFAN. Ouais, Toufan, c'est un peu les artistes phares au Togo. Ah ouais, ok. Il y a Toufan, ils font de très très bons sons. Genre, ça passe dans toutes les fêtes, c'est-à-dire vous allez danser à fond. Ils ont créé le cool catché. Exactement. C'est ça. C'est une danse qui se pratique avec le cou. Et après, avec tout le corps. Ah ouais, ouais pourquoi pas. Donc voilà, je pense qu'ils sont très bien. Il y a d'autres artistes aussi, mais on va rester sur ça d'abord. Essayer de déguster la musique Toufan et après on verra par la suite. Exactement. C'est l'initiation. Bah super. Bah merci beaucoup Pierre Damien d'être venu. Ah, merci à vous de m'avoir invité. Franchement, c'était un plaisir pour moi. Ah ouais, mais nous aussi de te recevoir, c'était super reçu. Et ben on se retrouve pour un prochain épisode. Bah attends, tu fais pas tout ton speech. Oh putain, oui, bien évidemment. Il est fou celui-là. Oh là là. Ouais, il a faim. Il est quelle heure? Il est 12h16, le gars à la dalle. Non, mais on vous recommande de nous joindre sur le Discord. Venez sur le Discord. On a un Discord sur lequel tu es le bienvenu, Pierre Damien. Je sais pas si tu es déjà dessus ou pas. Encore, non. Et ben tu le sauras maintenant. Sur le Discord sur lequel alors à l'heure où on parle, on n'est pas très actif, mais normalement quand l'épisode sort, normalement c'est un Discord c'est fou, c'est le feu, c'est taré. Voilà, vous pouvez du coup retrouver tous les anciens thésards qui vous partageront l'actualité sur leur thèse. Vous pourrez retrouver leur thèse aussi directement. Pierre Damien, n'hésite pas à venir. Ouais, parce que moi, du coup, avant d'enregistrer, j'ai lu du coup tout le résumé qu'il y avait sur thèse.fr. Ok. Super intéressant. Okay. C'est hyper bien écrit, on comprend bien ce que tu fais et tout. Donc ça peut, si vous n'avez pas saisi des petites notions, c'est une petite page. Pardon, je suis en train de capturer mon micro depuis tout à l'heure. Et c'est hyper clair aussi. Donc si vous n'avez pas saisi des petites choses, allez-y. Ouais. Et du coup, le Discord, vous pouvez aussi venir poser des questions pertinentes à Pierre Damien. Et je pense que là, il va y en avoir pas mal pour le coup. Ah, ça, dès que ça parle de thunes, là. Ah, bah, alors là. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, la page gérée par ce cher Jean qui fait un travail monstrueux. Merci, c'est gentil. Je ne lui dis pas assez au micro, donc je lui dis cette fois-ci. Je pense que tu le dis vraiment à chaque fois. Oui. C'est très, très gentil. Voilà, sur la page Instagram de Taisez-vous. Et puis nous écoutez partout. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aiderait. Ouais. En vrai. Peut-être qu'on aura un Tipeee aussi d'ici là, parce que je suis en train de le créer. Donc, monnaie. Voilà, monnaie, l'argent, voilà. L'argent. Pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts aussi de Audio Mori, à savoir Divine Féminine et Toujours dans les bons coups. N'hésitez pas à aller écouter aussi Parlons Sensibilité de Jean, qui n'est pas encore sur Audio Mori, mais bientôt, un jour, je vais lui racheter. Et voilà, c'est à peu près toutes les recommandations qu'on a à faire. C'est pas mal. À la fin, c'est cool, hein. Nickel. On se dit à la prochaine. Eh ben à la prochaine fois. Allez, ciao. Salut, merci, au revoir.